Bonjour à tous, bienvenue sur Ciel TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au développement des innovations performantes. Depuis la conception amont d'une innovation alimentaire à son lancement sur le marché, quelles sont les étapes clés à ne pas manquer et les facteurs clés de réussite? Pour tenter de nous aiguiller sur ce sujet, il y a ici pour cette conférence Monsieur Raphaël Ventura. Bonjour. Bonjour Marie-Letty. Vous êtes de chez Kantar TNS, vous êtes directeur pôle innovation et offer développement en charge de faire des études sur les innovations, tous les secteurs de consommation confondus. C'est ça, je me trompe pas? C'est bien ça. Et puis à côté de vous, c'est Gaëlle Le Floch. Bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est Kantar, mais World Panel. Voilà, c'est ça. Vous êtes directrice des insights stratégiques. Alors, on va commencer par une question simple. Présentez-nous Kantar TNS et Kantar World Panel. Une fois n'est pas coutume, je vais laisser la parole à Raphaël pour commencer. Merci Gaëlle, c'est gentil. Premier slide peut-être pour alors on y va pour le PowerPoint. Alors qui sommes-nous en deux mots? Kantar TNS tout d'abord. On est aujourd'hui ici pour parler d'innovation, de process innovation. Et on est chez Kantar TNS en charge de l'ensemble du process innovation qui guide les entreprises pour générer de la croissance. Depuis les étapes très amont où on va repérer quelles sont les attentes des consommateurs, leurs besoins non couverts, jusqu'à l'aval, le lancement d'un produit sur le marché, avec comme étape intermédiaire toutes les phases de développement du mix, le produit, le packaging, fixer le prix, bref, développer l'ensemble de l'offre. Et alors chez Kantar World Panel, on a un échantillon de 20 000 foyers qui sont représentatifs de l'ensemble des ménages français. On relève auprès d'eux en fait tous leurs achats de produits alimentaires, où ils ont acheté, dans quelle quantité, à quel prix. On connaît leur profil sociodémographique, leurs opinions, leur style de vie. On connaît vraiment beaucoup de choses sur ces consommateurs. Et c'est le croisement en fait de toutes ces datas qui nous permet en définitive d'avoir vraiment une compréhension 360 degrés de leur comportement d'achat, de leur comportement de consommateur. Voilà. Et donc, ce qu'on propose de faire aujourd'hui, c'est d'extraire toutes les informations intéressantes qu'on a pu relever sur l'innovation et de bien comprendre comment les consommateurs fonctionnent par rapport à l'innovation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous inonder de chiffres dans tous les sens, je voulais quand même vous donner quelques éléments de contexte sur ces marchés alimentaires, puisque la consommation des ménages pour leur alimentation à domicile, elle est en stabilité, on va dire, depuis plusieurs années, en volume. Donc on est vraiment dans la fin du consommer plus et avec une aspiration très forte des consommateurs à consommer mieux, comme on dit. On est quand même sur une légère croissance des marchés alimentaires qui est d'une année sur l'autre de plus 1, plus 2%. Et cette légère croissance, le premier moteur de cette croissance, on le doit à l'innovation. Donc l'innovation, bien évidemment, c'est totalement fondamental déjà pour générer la croissance actuelle. Et puis, nous estimons que dans les 10 prochaines années, les 3/4 de la croissance proviendra d'une offre et de produits qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc c'est indispensable, évidemment. Alors ici, on est au CIAL, ça paraît une évidence, mais on va vous montrer quelques chiffres qui permettent de conforter, bien évidemment, ce point de vue. Donc pour être présent demain, et puis pour animer les secteurs sur lesquels vous êtes actifs. Alors d'un point de vue industriel et distributeur, l'innovation c'est un gros poids lourd des marchés puisque l'ensemble des innovations de moins de 3 ans, ça représente 11% du chiffre d'affaires total de ces marchés alimentaires. Et d'un point de vue consommateur, on connaît tous l'intérêt que les consommateurs français notamment portent à l'alimentation et à ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Et évidemment, l'innovation, c'est un moyen de répondre à ce besoin des consommateurs. On voit que l'intérêt qu'ils portent à l'innovation est plus que jamais au rendez-vous. Leur sensibilité à l'innovation a tendance à progresser chaque année. Aujourd'hui, on dit que 55% des consommateurs déclarent aimer essayer des nouveaux produits. Simplement, entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, il y a souvent un décalage relativement important. Et ces consommateurs, ils ne sont plus que 27%
a aimé en revanche prendre le risque d'acheter des nouveaux produits. Effectivement, acheter une nouveauté, eh bien, il y a une certaine prise de risque. Et même si on est très tenté, si on est dans un process d'innovation permanent, eh bien, on est plus que la moitié à déclarer vraiment acheter l'innovation. Et plus que 18% à être parmi les premiers à acheter l'innovation et 15% simplement classés comme innovateurs, c'est-à-dire des fans absolus qui courent les rayons pour trouver la dernière inno. Alors on le voit bien, l'innovation, hein, c'est ce petit plus qui va interpeller le consommateur et qui va l'empêcher de tomber dans la routine, mais en même temps il y a un certain nombre de freins qu'il faut lever pour être performant. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans une analyse poussée de nos cerveaux, hein, voilà, c'est pas le lieu, et puis je ne suis pas psychologue, mais enfin il y a quand même 3 notions qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre tous les chiffres qu'on va vous montrer après. On a 3 natures de freins. La première, donc, c'est tout simplement que notre cerveau est construit de telle sorte à ce que on reste dans ce process de l'habitude, parce que si on devait prendre des choix et des nouvelles décisions à chaque minute, on serait totalement épuisé. Donc il y a de toute façon cette mécanique naturelle qui fait que on va s'installer dans l'habitude. Et puis on s'installe aussi dans les habitudes parce que voilà, on est conditionné. Hein. Pavlov nous a vraiment bien montré les réflexes pavloviens. Donc tous les produits qui nous font du bien, qui nous font plaisir, eh bien vont d'une certaine façon nous détourner de l'innovation et de la recherche du changement. Et puis le cadre et le conformisme, dernier point également, vont nous installer dans certaines habitudes et on a une peur naturelle, on va dire, du changement. Donc on le comprend bien, concevoir des innovations à succès, c'est vraiment un exercice très compliqué, hein, donc innover, c'est un vrai challenge. Vous le voyez ici, les chiffres sont assez parlants. 71% des innos simplement perdurent en fin de première année. À peine la moitié des innovations réussissent à survivre en fin de deuxième année. On a donc un taux d'échec extrêmement important et forcément ça génère des coûts très importants pour les entreprises, donc des coûts financiers, mais pas simplement. Cela peut aussi, je dirais, l'échec de l'innovation peut aussi fragiliser les entreprises vis-à-vis de leurs actionnaires. Ça peut aussi fragiliser les marques vis-à-vis de leurs clients. Donc, face à ces constats, eh bien, on a une question évidente et que je vais donc poser à Raphaël, c'est de comprendre pourquoi nous faisons face à autant d'échecs. Merci Gaël. Alors effectivement, quels sont nos points de vue communs à Kantar TNS et Kantar World Panel pour aider les entreprises à innover avec un franc succès? Alors, on va passer au travers de 2 grandes étapes. La première étape en matière d'innovation, ça consiste à concevoir l'innovation, créer un concept, un produit, un pack, fixer un niveau de prix. Et puis après, post-lancement, il faut suivre l'innovation et entretenir sa vie lorsqu'elle est lancée sur le marché. Donc, je vais d'abord aborder l'étape numéro 1, qui est donc avant le lancement. Alors, les grandes recettes qu'il faut avoir en tête quand on est en phase amont, quand une équipe marketing ou une direction générale réfléchit à quel type de nouveaux produits ou d'innovation concevoir pour l'entreprise, on pourrait retenir 5 grandes recettes pour cette étape de conception amont d'une innovation. Choisir les bonnes batailles dès le départ, je vais y revenir dans quelques minutes. Bâtir un insight fort qui résonne comme une évidence. Avancer des preuves solides et argumentées pour convaincre. Comment ne pas tuer par erreur les innovations de niche ou de rupture. Et enfin, tenir ses promesses. Donc on va maintenant balayer ces 5 bonnes recettes qu'il faut vraiment avoir en tête quand on élabore une innovation avant de la lancer sur le marché. Alors première règle importante, parti pris, choisir des bonnes batailles dès le départ. Quand on interroge des annonceurs, des chefs d'entreprise, direction marketing, direction générale, sur les raisons d'échec de leur lancement, vous le voyez sur ce graphique, pas loin de la moitié, 44%, nous disent « parce que j'ai fait une mauvaise analyse du marché avant le lancement », et c'est ce qui a provoqué un échec relativement rapide. Effectivement, ce qui se passe assez fréquemment, là vous avez ici sur ce schéma l'ensemble du process innovation, depuis la gauche,
je recherche quels sont les besoins de mes consommateurs jusqu'à la droite, le lancement du produit. Ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, beaucoup d'entreprises se lancent dans la phase de génération d'idées, de concepts, sans être passées par une étape préalable indispensable, qui pourrait paraître évidente, qui est de se dire, finalement, quelles sont les attentes des consommateurs, quels besoins insatisfaits expriment-ils, et ensuite, je commencerai le process innovation sur ces besoins mal couverts. Donc c'est là vraiment la première chose à faire et que nous faisons quotidiennement chez Kantar TNS avec nos clients, c'est de passer avec eux à la moulinette l'ensemble des consommateurs de leur catégorie pour comprendre où sont les bassins de demande à exploiter. On appelle ça white spaces en anglais. Et c'est vraiment ça la première étape sur laquelle il faut s'engager. Deuxième règle extrêmement importante, bâtir un insight qui résonne comme une évidence. Alors qu'est-ce que c'est un insight ? J'ai mis ici un exemple dans le cadre de l'alimentaire. Cette femme ici pourrait se dire tiens, c'est important pour moi de bien petit déjeuner le matin pour démarrer la journée pleine d'énergie, mais c'est difficile de trouver des produits réellement nourrissants et rapides à préparer pour le moment du petit déjeuner. Ça, c'est un insight parce qu'en fait, vous avez 3 éléments qui le structurent. La vérité consommateur, donc c'est ce que pense l'individu lui-même pour son cadre de vie personnel. Donc pour cette femme, c'est important de bien petit déjeuner le matin. Quelle est sa motivation ? Parce qu'elle a besoin d'avoir un plein d'énergie extrêmement fort pour être en forme et efficace peut-être au travail. Mais cette personne est soumise à une tension, c'est qu'en fait, dans l'offre disponible, elle trouve que tous les produits ne sont pas réellement nourrissants et pratiques à préparer. Donc ça, c'est un insight en ce sens où il met sous tension un besoin consommateur qui est donc ici repéré. Et c'est là-dessus qu'on va devoir commencer à phosphorer pour proposer à ce consommateur une offre innovante qui répond à son attente. Donc là, la réponse à ce besoin, ça pourrait être le petit déjeuner, qui est effectivement un biscuit plein de sucre lent et qui est idéal pour commencer une journée vraiment plein d'énergie. Autre exemple d'insight que j'ai emprunté à un autre univers que l'alimentaire, c'est bien parfois de regarder au-delà de l'alimentation. J'aime bien utiliser les savons sous la douche, ça c'est la vérité d'un consommateur qui parle. Pour quelle raison ? Parce qu'ils nettoient bien la peau, mais j'ai un souci, les savons laissent souvent la peau sèche et pas très douce. Et donc là, la réponse innovante à ce besoin consommateur, ça va être Dove, par exemple, qui est un produit extrêmement hydratant et reconnu comme tel. Troisième et dernier insight, on s'éloigne encore un peu de l'alimentaire. Dans l'univers des biens durables, j'aime bien changer de monde de temps en temps. C'est une attitude que j'ai moi dans la vie. Pourquoi ? Parce que ça me permet de changer de style à chaque fois, mais j'ai pas envie de me ruiner. Je ne vais pas acheter une vingtaine de montres qui coûtent extrêmement cher. Réponse à ce besoin consommateur, les montres Swatch qui permettent justement de changer de style de façon assez facile et sans se ruiner. Alors, cette notion d'insight, qui est vraiment le point de départ quand on commence à créer une innovation, on a cherché à savoir à quel degré elle était importante pour les consommateurs. Donc, on a en fait testé 6 concepts de produits innovants dans les 6 catégories qui sont présentées ici. On a testé 6 concepts qui présentaient un insight dans la présentation de l'innovation et les mêmes 6 concepts qui ne parlaient pas d'insight du tout en intro, pour voir quelles étaient les différences de performance entre les deux. Eh bien, on s'aperçoit que lorsque une innovation est ancrée sur un insight, sur une tension consommateur, les performances sont bien meilleures. Lorsque l'innovation contient un insight, on le voit, répond bien aux besoins 66% contre 58%. L'intérêt suscité est meilleur lorsque l'insight a été bien travaillé. Et enfin, la persuasion est beaucoup plus forte. Dès qu'une innovation est construite sur un insight, vous le voyez, l'intention d'achat est beaucoup plus forte que si l'innovation n'est pas construite sur cette notion de tension consommateur. Mais le souci, c'est que beaucoup d'insights aujourd'hui conçus par les industriels manquent de pertinence, ne sont pas assez musclés. On le voit très bien sur ce graphique.
On a donc évalué 6 insights dans les catégories de produits qui sont indiqués ici, en demandant aux consommateurs leur degré d'accord avec l'insight. Et vous le voyez, une majorité sont d'accord, entre 47% à gauche et 69% à droite, mais ceux qui sont tout à fait d'accord, donc la partie qui est foncée, sont finalement assez peu nombreux. Et donc c'est ça aussi qui explique beaucoup d'échecs d'innovation, c'est que les insights, les besoins conso sur lesquels elles reposent, n'ont pas été suffisamment travaillés. Troisième recette qui est très importante, et notamment dans l'alimentaire, pour qu'une innovation réussisse, c'est donner des preuves solides sur le fait que les bénéfices qu'on annonce seront vraiment délivrés. Voilà un exemple de concept qu'on a testé donc pour Mondelez, avec la marque Lu, où on avait un produit qui annonçait comme bénéfice le fait d'être un délicieux biscuit pour un petit déjeuner équilibré, qui permet de bien démarrer la journée. Donc on annonce la notion de plaisir gustatif. Et quelle est la preuve qu'on annonce pour rassurer le consommateur? Eh bien, on dit que c'est un biscuit croustillant avec une fine couche au vrai goût original et surprenant de yaourt. Et on le répète un petit peu plus bas, on explique un goût original et surprenant de yaourt. Ce concept a très mal performé, c'est ce qui est indiqué à droite, donc il était dans les 20% de moins bons concepts de notre banque de données. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, le consommateur s'est dit, mais du yaourt sur un biscuit, il est forcément à l'état sec, c'est du déshydraté, ça ne doit pas être très bon, donc je n'y crois pas. On me parle de plaisir gustatif, de saveur, mais ça ne peut pas être tenu, ce bénéfice, je ne peux pas y croire un seul instant. Donc ce concept a échoué parce que la preuve qui était donc la couche de yaourt n'avait aucune crédibilité pour le consommateur. Autre exemple, et cette fois-ci positif, un autre exemple de biscuit qui lui performait extrêmement bien, donc il faisait partie des 20% de meilleurs concepts de notre banque de données, où là, on parle également de biscuit qui est délicieux, et pour prouver que le plaisir gustatif sera bien délivré, on parle des textures, avec la croustillance d'un vrai petit beurre lu, le croquant de la tablette de chocolat au lait, le craquant des éclats de caramel. Donc là, on insiste énormément sur la thématique des textures qui fait énormément levier dans l'univers des biscuits, et ça a extrêmement bien marché. Ce concept a été lancé, a été un vrai succès. Et enfin, dernier exemple sur l'importance de la preuve en matière d'innovation, un cas biscuit également, où le bénéfice qui était annoncé était assez classique, le plaisir. Tous les biscuits sont en général bons et délivrent du plaisir. Mais pour le démontrer de façon vraiment forte, Lu a annoncé 4 preuves en disant « ce produit est riche en fruits naturels, sans colorant, et on sait que ce qui est naturel est meilleur ». Une recette unique élaborée en 1905, donc là on joue sur la tradition, la recette assez ancienne, et on sait que ces valeurs de tradition sont synonymes de saveur et de qualité. Et là aussi on reparle de multitexture, avec de la croustillance des flûtes, fine et légère, le cœur de framboise. Donc tous ces éléments-là étaient expliqués dans le détail sur le concept board, là on les a résumés. Donc l'ensemble de ces preuves ont vraiment rassuré le consommateur sur le fait que ce produit est forcément délicieux, et c'est ce qui a fait qu'il performait extrêmement bien dans la banque de données de biscuits. Donc là, si on résume, vous avez à gauche les innovations qui travaillent très très bien la preuve, donc les arguments qui vont démontrer que le bénéfice sera bien délivré. Dès que la preuve est solide, la crédibilité est meilleure, vous le voyez, 73-63, l'intérêt est plus fort, et la conviction aussi, donc l'intention d'acheter l'innovation, est également beaucoup plus prononcée. Mais attention aux excès, parfois vouloir annoncer trop de preuves à un consommateur pour le rassurer peut se retourner contre vous, contre celui qui innove. Là voici un exemple qui s'éloigne de l'alimentaire, qui est un cas hygiène beauté, mais qui est assez éloquent. Donc un produit qui a été lancé depuis, donc Garnier Nutritionniste, qui est en fait un roll-on massant pour drainer les cernes et les poches sous les yeux. On a testé ce concept sous 2 formes différentes. Dans la première, le bénéfice, qui est donc le fait de drainer les cernes et les poches, était associé à 3 preuves. 3 preuves très solides, assez musclées. Le fait que le produit a été créé par des dermatologues et des nutritionnistes qui se sont associés. Une formule concentrée en caféine qui permet de stimuler la microcirculation pour éliminer les poches et les cernes.
Et puis, troisième preuve, l'action massante du roll-on, qui permet donc de déstocker le contour de l'œil. Et on a testé auprès de consommateurs le même concept, donc le même bénéfice de capacité à drainer les cernes et les poches, mais avec une seule preuve sur le texte qui présentait le concept, c'était uniquement l'action massante du roll-on. On ne parlait pas des dermatologues et nutritionnistes, on ne parlait pas de caféine. Et quand on a fait ce test, on s'est dit avec quelle intensité le concept 1 va-t-il battre le concept 2, puisqu'il a des preuves plus nombreuses et plus musclées. Et en fait, on a obtenu un résultat complètement inverse. C'est le concept 2 qui est jugé plus crédible, 56 versus 40. L'intérêt manifesté est plus fort, 11 versus 5, alors qu'il ne contenait qu'une seule preuve, le roll-on. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les consommateurs qu'on a interrogés ensuite de façon qualitative nous ont dit « Vous parlez de nutritionniste pour un roll-on, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ?» On parle d'un produit d'hygiène beauté, la nutrition n'a rien à voir dans ce domaine-là. La caféine, les femmes interrogées savaient que c'est un produit qui est souvent utilisé comme produit minceur pour enlever la cellulite sur les cuisses. C'est un produit qui chauffe et elles se sont dit que mettre un produit à base de caféine autour de l'œil, c'était potentiellement dangereux. Ça pouvait peut-être brûler l'œil, lui faire mal. Donc une crainte vraiment forte. Et donc ces deux preuves ont joué à contre-courant et ont tué la troisième preuve qui était le roll-on, qui s'est trouvée diluée et totalement absente du message. Donc tout ça pour dire que quand on conçoit une innovation avec un insight, puis un bénéfice, on va justifier ce bénéfice avec une preuve, mais attention à comment on explique les choses dans cette preuve, quels arguments on utilise, quels mots on emploie, parce qu'on le voit ici, ça peut être un résultat désastreux si on va trop loin dans la démonstration. Quatrième recette, comment ne pas tuer par erreur parfois tout ce qui est innovation de niche ou de rupture, parce qu'on le sait aujourd'hui en matière d'innovation, c'est difficile de développer des innovations qui plaisent à tout le monde. Elles vont plaire forcément à certains groupes de consommateurs. Donc comment faire en sorte de ne pas les tuer, parce que forcément ces innovations de niche vont générer des volumes plus faibles que celles qui sont plus mainstream. Alors, ce qui est très important en matière d'innovation de niche pour éviter de les écarter alors qu'elles ont un vrai potentiel, c'est de s'intéresser à la notion d'incrémentalité, à savoir à quel degré l'innovation va générer un business incrémental par rapport à celui que vous faites avec vos références actuelles déjà distribuées. Et pour tout ce qui est innovation de rupture, on va interroger des consommateurs qui sont en avant-garde sur leur temps, qui sont très intéressés par l'innovation, qui aiment découvrir des nouveaux produits, de façon à voir comment ces gens-là, en particulier, reçoivent une innovation rupturiste, parce que ce sont eux qui vont faire du buzz autour de ces innovations et qui vont les aider à émerger. Alors l'incrémentalité, pourquoi c'est très important de la mesurer quand on est en train de développer une innovation? Vous avez ici un cas réel de produits qui ont été lancés en Angleterre. On a recueilli deux informations les concernant. En abscisse, les volumes de vente totaux générés par ces innovations, et en ordonnée, leur capacité à ne pas cannibaliser les références qui existaient déjà pour l'annonceur en question. Les petits carrés, ce sont les innovations qui ont été des succès après le lancement, et les triangles rouges des échecs. Et ici, vous avez indiqué le taux de survie des innovations qui étaient dans ce quadrant vert. Donc les innovations qui avaient un volume au global élevé et qui en plus étaient fortement incrémentales. On voit que quand on remplit ces deux conditions, on a 3 chances sur 4 de survivre longtemps, notamment en grande distribution. Si en revanche, on génère certes des volumes de vente très élevés, mais on cannibalise fortement l'offre actuelle, donc on est peu incrémental, vous voyez que le taux de succès de l'innovation chute drastiquement à 57%. Donc on voit à quel point la notion d'incrément est essentielle. Si on est sur une innovation de niche, on y arrive. Donc volume au global assez faible, peut-être décevant pour l'annonceur, mais des volumes qui sont peu cannibalisants, donc fortement incrémentaux. On voit le taux de succès n'est pas ridicule du tout. 50%, ça vaut la peine de retenir ce type d'innovation. Et enfin, si on a tout faux, les volumes sont faibles et en plus, ils cannibalisent l'offre actuelle qui existe, le taux de survie est extrêmement bas. Donc on le voit, quand on développe une innovation, c'est très important de s'assurer que le business qu'on va apporter
va être incrémental à celui qu'on a déjà pour éviter de tuer les gammes qu'on a déjà en distribution. Et enfin, cinquième recette extrêmement importante en matière d'innovation, tenir ses promesses. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important que la formulation produit qu'on va développer, que les consommateurs vont ensuite déguster, pour parler d'alimentaire, corresponde bien aux promesses qu'on a faites en amont quand on a développé le concept et qu'on a annoncé donc des bénéfices que le consommateur découvrirait lors de la consommation. Un cas réel pour illustrer ça, un cas de biscuit à nouveau. On a deux concepts. Le concept A qui promet beaucoup. La promesse c'était « ce biscuit est exquis et fera exploser vos papilles de plaisir ». Et à droite, le concept est plus mesuré. Il se contente entre guillemets de dire « un biscuit très gourmand pour un moment de plaisir intense ». Donc le concept de gauche, le concept A eu un taux d'essai plus élevé que celui de droite, 18% versus 10%. Ce qui est assez logique puisque la promesse est beaucoup plus forte, donc le consommateur rêve davantage. Ensuite, on a fait déguster les produits par les consommateurs et vous voyez que le produit A recueillait 36% de commentaires négatifs. C'est moins bon que ce à quoi je m'attendais, alors que le produit B, qui était le même, la formulation produit était la même, dans le cas B, on a uniquement 17% qui ont été déçus par la dégustation du biscuit et une majorité, 48%, trouve que c'est conforme à ce à quoi ils s'attendaient. Donc là, il y a eu une déception pour le produit A, notamment parce que la promesse au départ était très forte, peut-être trop, et le produit n'a pas délivré en fait la promesse annoncée. Résultat, le taux de réachat du produit était bien meilleur pour le produit B, 41 versus 36, et les volumes de vente au global qui cumulaient l'essai et le réachat étaient beaucoup plus forts, de 27% pour le produit B avec 380. Donc tout ça pour dire que l'innovation, c'est subtil. Il faut promettre beaucoup à un consommateur pour générer de l'essai assez fort et pour s'assurer que lors des premiers mois du lancement, le NA va grimper assez vite. Mais il ne faut pas non plus promettre trop parce qu'ensuite, le produit va décevoir et le réachat va en pâtir. Or, on sait que c'est le réachat qui fait le succès à long terme d'un nouveau produit. Donc voilà les recettes qu'il faut avoir en tête quand on prépare un lancement, qu'on conçoit une innovation. Ensuite, une fois qu'on lance le produit, la vie n'est pas finie. Il faut accompagner le produit, accompagner l'innovation pour que son succès soit aussi pérenne que possible. Donc c'est Gaël qui va nous parler des enseignements pour cette phase essentielle d'un lancement d'un nouveau produit. Alors, on va passer à la suite. Effectivement, donc Raphaël, on vient de le voir, vous a expliqué tout l'amont, donc tout ce qui se passe avant le lancement et comment déjouer certains pièges avant le lancement. Voilà. Et donc, on va s'attacher maintenant à analyser tout ce qui se passe après. Donc, c'est en analysant les 3 étapes clés qui sont l'image, la notoriété, donc du faire connaître au faire acheter, donc l'essai du produit, et puis la dernière étape qui est donc le fameux réachat dont vient de parler Raphaël. Alors, avant l'achat, il y a certaines questions évidemment que les industriels se posent quand ils ont lancé une innovation. C'est ai-je fait connaître mon produit ? Quelle est la perception de mon innovation ? Ai-je touché les bons consommateurs avec mon plan média ? Donc, on va essayer de répondre à un certain nombre de ces questions. Donc le premier point, c'est que la découverte de l'innovation, elle se fait en premier lieu via son accessibilité, ce qui suppose effectivement une présence en point de vente. Alors c'est pas vraiment une surprise, mais en revanche, c'est intéressant de valider que c'est quand même le premier vecteur de découverte de l'innovation, c'est d'être distribué dans les magasins. Il faut savoir qu'en moyenne, une innovation au cours de la première année, elle bénéficie d'une DV d'environ 58, ce qui n'est finalement pas si élevé que ça.
Le deuxième vecteur de prise de connaissance de l'innovation, c'est la publicité que l'on peut voir à la télé. J'y reviendrai tout à l'heure plus en détail. Et puis, on notera aussi au passage le rôle joué par la promotion. C'est un véritable coup de pouce pour améliorer la prise de connaissance de l'inno entre la promo, les mises en avant, les prospectus. Ça aussi, c'est un élément clé pour la prise de découverte. Donc, être présent en magasin, c'est évidemment une condition nécessaire, mais malheureusement pas suffisante, parce qu'il faut bénéficier d'une visibilité minimum en linéaire. Comme vous pouvez le voir ici, plus l'innovation bénéficie d'un linéaire imposant, et plus ses performances, exprimées en vente moyenne hebdomadaire, sont élevées. Alors, bien sûr, pour faire passer à l'acte d'achat, l'innovation doit aussi susciter le désir auprès des consommateurs, c'est-à-dire être en phase avec les attentes des consommateurs. Et ça, c'est devenu extrêmement important, puisqu'en fait, ces consommateurs qu'on a appelés à une époque des consommateurs, ils sont en train de devenir des consommateurs tout-puissants, et qui exigent que les industriels et les distributeurs leur proposent des produits qui correspondent à leurs besoins propres, à leurs besoins individuels. Donc c'est devenu vraiment crucial d'être connecté avec ces consommateurs et d'être complètement en phase avec leurs attentes en matière de produits et en matière d'innovation notamment. Sur l'année 2016, ces attentes de consommateurs, quelles sont-elles? Eh bien, elles sont en premier lieu le plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier que sur le marché français notamment, l'alimentation est d'abord corrélée à une notion de plaisir, avant même d'être exprimée comme une nécessité, ce qui peut être le cas par exemple en Angleterre. Sur le marché français, les consommateurs choisissent un produit d'abord parce que ça leur fait plaisir. Et puis, bon voilà, en période de crise également, un petit plaisir sucré ou salé, pas très cher, on va dire que ça fait pas de mal non plus. Le goût, bien évidemment, parce que n'oublions pas qu'un bon produit performant qui atteint des bons niveaux de part de marché, c'est d'abord un produit qui est bon. Deuxième attente également qui se confirme cette année, c'est la santé, la naturalité. Là, il y a un besoin extrêmement fort de réassurance qui est exprimé par les consommateurs. On sait que tous les produits sans gluten, sans sel, sans aspartame, etc., battent des records de part de marché. On a toute la tendance de la naturalité également qui reste extrêmement porteuse. Troisième tendance, c'est le local, les produits de terroir. Et oui, parce que là aussi, c'est une des spécificités du marché français. Il y a une très grande fierté à acheter des produits made in France, des produits régionaux. Et même si on resserre encore le périmètre autour des consommateurs, des produits locaux et des produits terroirs, qui sont aussi un moyen finalement d'exprimer une certaine dimension sociale. J'aide l'emploi dans ma région. Et enfin, dernier élément, et non des moindres, c'est la recherche de praticité et la recherche de gain de temps, puisque cette recherche de gain de temps, c'est vraiment une tendance qui va prévaloir encore dans les années à venir. Tous les foyers et les individus passent leur temps à courir et à rechercher des solutions gain de temps. Donc ça, c'est aussi un élément qui va rester extrêmement porteur dans les années à venir. Alors, la deuxième étape, c'est l'acte d'achat. Comment susciter l'acte d'achat et quelles sont les bonnes questions à se poser? Combien d'acheteurs finalement sont venus acheter mon produit? Qui sont les essayeurs? Donc, quels sont leurs profils sociodémographiques? Est-ce que ma stratégie média m'a permis de capter un nombre de consommateurs intéressants? Quelle est son efficacité? Et d'où viennent les volumes de l'innovation? Est-ce qu'il y a eu éventuellement cannibalisation sur mon portefeuille existant? Alors, je dirais que le niveau de pénétration, c'est vrai pour les innovations, mais c'est vrai pour les marques en général, c'est vraiment le nerf de la guerre. Toutes les études que l'on a pu faire montrent que pour générer de la croissance et gagner de la part de marché, le premier levier de croissance, ça reste la capacité des marques à attirer des nouveaux clients. Il faut être dans une phase de recrutement d'une nouvelle clientèle en permanence. Donc ça, c'est vrai pour toutes les marques en général. Donc vous le voyez ici, une innovation, elle va drainer en moyenne 1,6% de consommateurs au cours de sa première année d'existence,
avec des hétérogénéités qui sont extrêmement fortes, puisque la moitié des innovations ne va même pas réussir à atteindre le 1% de pénétration. Et puis, on va parler de taux record et d'innovation très successful quand déjà on arrive à atteindre les 13% d'innovation. C'est le cas, par exemple, sur l'année 2016. On a récupéré donc tous les derniers lancements qui ont réussi à atteindre des niveaux de pénétration très enviables. Vous avez Danet, Yopa, Dano, par exemple. On est sur des niveaux de pénétration qui oscillent entre 12 et un peu plus de 20%. Le dernier lancement en date, qui est un vrai succès, c'est Be Ready de Nutella. Vous voyez qu'on est déjà quasiment au niveau de pénétration atteint par Coke Zero au bout d'un an. Et là, on a mesuré son niveau de taille de clientèle au bout de 6 mois, donc quasiment 19%. Le profil de ces essayeurs, en général, on est sur un profil qui est beaucoup plus jeune que la moyenne. Donc ça, c'est déjà un premier élément intéressant. Et puis, deuxième caractéristique de ces essayeurs, ils bénéficient d'un pouvoir d'achat nettement supérieur à la moyenne de la population. Donc ils sont moins regardants sur leurs dépenses et ils sont même prêts à payer plus cher une innovation. Ils sont prêts à payer 10% plus cher en moyenne une innovation. Alors attention malgré tout à ne pas aller trop loin. On sait que l'innovation en général est toujours source de valorisation et qu'elle est positionnée en général minimum 30% plus cher que la moyenne des produits de sa catégorie. Mais là aussi, il y a un seuil à ne pas dépasser. Comme vous pouvez le voir aussi, si on reprend nos catégories d'innovation qui sont classées entre les superstars, celles qui réussissent à obtenir les meilleurs niveaux de vente moyenne hebdomadaire, et puis les échecs qui sont les invendus, eh bien, dans cette catégorie de produits, on se rend compte qu'on est sur des excès de niveau de prix, puisqu'on est en général en moyenne à un prix 2 fois supérieur à la moyenne des innovations. Alors je reviens sur ce niveau de pénétration qui est vraiment l'élément clé pour mesurer les performances d'un nouveau produit. C'est vraiment là-dessus qu'on doit avoir les yeux rivés, j'ai envie de dire, les premiers mois. Et les choses se passent relativement vite. On n'a pas énormément de temps pour installer une innovation, puisque au bout de 9 mois, l'innovation en moyenne, toutes catégories, toutes innovations confondues, on est sur plus de 3000 innovations mesurées, les innovations atteignent leur niveau de pénétration record annuel au bout de 9 mois. Donc si je voulais utiliser une métaphore assez facile à mémoriser, on pourrait dire que c'est le temps d'une grossesse, eh bien c'est le temps qu'il faut pour installer une innovation et pour en avoir le cœur net. C'est-à-dire que les dés sont jetés extrêmement rapidement, 9 mois, et ensuite, en année 2, eh bien finalement, on a assez peu de chances de se récupérer et de gagner des clients supplémentaires. On a très précisément une chance sur 4 d'augmenter son niveau de pénétration en année 2. La moyenne, en général, c'est plutôt une déperdition de la taille de clientèle, en moyenne de 15%. Et vous le voyez, la grosse majorité des innos, en année 2, sont plutôt en déperdition de clientèle ou à stabilité. Gaëlle, on va accélérer un petit peu. Oui. Parce que sinon, on va être très en retard sur le planning qui est très chargé. On a beaucoup de choses à voir ici sur le plateau TV. Donc alors, pour la simple et bonne raison qu'en année 2, il y a une réduction très nette des investissements à la fois promo et publicitaires. Or, on sait que c'est le maintien de l'investissement qui est clé dans la réussite d'une innovation. Alors, puisque je parle d'investissement, on s'est également intéressé à l'efficacité des investissements médias et notamment des investissements télé. Alors, on sait évidemment que un plan télé, c'est très utile pour faciliter ces négociations de référencement auprès des centrales d'achat. Intuitivement, on se dit aussi que ça va venir doper justement la capacité de recrutement de l'INO, mais de combien? Donc, on a analysé pour ça 50 plans TV, d'un GRP de 900 en moyenne, en comparant les performances auprès des exposés et des non-exposés. Et là-dessus, je dirais que les résultats ils sont extrêmement éloquents, puisque dans 8 cas sur 10, le plan TV permet donc de recruter plus, et c'est en moyenne 60% de clients supplémentaires qui sont gagnés grâce à la campagne télé. C'est particulièrement efficace chez les fortement explosés, puisque les performances sont multipliées par 2. Et puis, autre point également relativement intéressant, c'est que ça permet de recruter toutes cibles confondues, ça permet de drainer très large, à la fois des jeunes consommateurs, mais aussi des seniors qui sont plutôt assez réticents à essayer l'innovation quand ils la voient en linéaire. Le fait de l'avoir vu en pub télé avant, c'est un phénomène accélérateur et déclencheur de l'achat.
Alors quand on parle d'innovation, on l'a vu tout à l'heure avec Raphaël également, on a souvent tendance à penser innovation de rupture, mais comme vous pouvez le voir ici, finalement ce n'est que 2% de l'ensemble des innovations. Donc c'est finalement un événement assez rare dans la vie des marques. Les lancements de nouvelles marques, c'est également des événements très rares dans la vie des marchés, c'est simplement 1%. Donc on va dire que la grosse majorité des lancements se font dans la continuité des marques, puisque pour les 3/4 d'entre eux, ce sont uniquement des lancements de nouvelles recettes ou de nouveaux parfums. On a 10% des innovations qui sont des nouvelles appellations, ce qui permet en fait de capitaliser sur la notoriété et l'image de la marque. Or, on sait qu'en France, l'héritage de la marque et l'histoire que la marque a racontée est un élément très important pour les consommateurs français. Ils attachent une importance beaucoup plus importante à l'innovation en général et à l'héritage de la marque que les autres consommateurs des autres pays européens. Alors, dans ces nouvelles appellations, il y a tout ce que l'on appelle le brand stretching. Donc ça, ce sont des cas d'école qui sont assez intéressants et sur lesquels on nous pose beaucoup de questions. Je vais vous montrer quelques résultats de performance sur ces lancements de brand stretching. Donc ça peut être une marque qui s'étend sur une nouvelle catégorie. Donc c'est par exemple Volvic Juicy qui est présente sur les eaux et qui va se lancer sur les BRSA, sur les boissons rafraîchissantes sans alcool. Ça peut être également un brand stretching d'usage. C'est le cas de Be Ready par exemple, de Nutella, qui est présent sur les pâtes à tartiner et qui va se lancer sur le marché des biscuits. Et puis, on peut ajouter à ce nouvel usage un nouveau moment de consommation. Je vais vous montrer ça. Alors, le stretching, si on le regarde sous deux angles, déjà sa capacité à recruter des nouveaux clients, on voit que c'est extrêmement efficace. Il y a en moyenne près de 5% de pénétration en moyenne sur un lancement de stretching contre 2 pour une nouvelle appellation, quelle qu'elle soit. Donc on est sur un niveau de performance qui est plus du double par rapport à la moyenne des innos. Et puis on s'est également intéressé à la capacité de l'innovation à apporter des nouveaux clients à la marque ombrelle. Donc quel effet de halo finalement bénéficie la marque mère. Et là aussi, on est sur des résultats qui sont très intéressants puisque ça permet de booster le recrutement de la marque mère de 21%. Donc je vous le disais, il y a différents niveau de stretching, le stretching d'usage, donc c'est le cas aussi du petit Marseillais qui va se lancer sur le marché des déodorants, ou si on rajoute un nouveau moment de consommation, dans le cas de Saint-Moret, qui va lancer des billes de fromage pour l'apéritif, par exemple, un moment de consommation sur lesquels la marque n'était pas présente jusqu'à présent. Et là aussi, on s'est interrogé sur l'efficacité de ces différents niveaux de stretching à apporter des clients supplémentaires à sa marque mère. Donc vous voyez que le stretching de catégorie est relativement intéressant. On est sur un indice de 112, donc ça vient booster de 12% l'apport de nouveaux clients de la marque mère. Le nouvel usage est encore plus intéressant. Et si on additionne un nouveau moment de consommation à ce nouvel usage, eh bien là, c'est jackpot. Ça vient booster de 30% le recrutement. Alors, l'opération de stretching n'est pas toujours envisageable, c'est pas toujours possible, on n'a pas toujours non plus les moyens. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, si on regarde les statistiques, la grosse majorité des innovations, elles portent sur en fait des nouvelles recettes, des nouveaux parfums et puis des nouveaux formats. Alors, de façon assez logique, on va dire que ces innovations recettes ou formats, on est sur des niveaux d'attractivité qui sont moins élevés que ce que je viens de vous montrer pour les lancements de stretching. Le format, pourtant, c'est quand même un lancement qui n'est pas à négliger, qui peut être intéressant dans la mesure où, comme je vous le disais, les consommateurs, ils sont installés dans des routines, donc ils ont l'habitude d'acheter toujours le même format. Donc si vous rajoutez un nouveau format en rayon, eh bien c'est un moyen de sortir de cette impasse. Donc l'upsizing, le fait d'augmenter très légèrement la taille de votre format, ça va vous permettre de fidéliser des clients déjà fidèles au produit de façon assez discrète et indolore, on va dire. C'est-à-dire que les consommateurs vont revenir en fréquence d'achat de la même manière qu'avant, mais par contre, ils vont consommer un peu plus de produits à la maison, donc ils vont détruire le produit plus rapidement. Et donc, au final, vous augmentez la taille du panier d'achat de votre produit et donc de votre marque. Yael, je suis désolée, on va être obligé de passer à la synthèse. Bon, et je vous donne 2 minutes. Je sais, c'est très frustrant. On va y aller directement alors. Donc la synthèse
parler de développer des innovations performantes. Comme on a un planning très chargé avec beaucoup de conférences ici sur ce plateau TV, si on a envie de s'informer un peu plus sur cette conférence, on peut la revoir quelque part? Voilà. Directement chez vous? On y est. Alors, en 2 mots, ce qu'il faut retenir pour qu'une innovation rencontre un vrai succès au moment du lancement, dans les étapes de création de l'innovation, très important de savoir où sont les bassins de demande sur un marché, pour ensuite focaliser l'effort d'innovation, de création sur ce bassin de demande-là, et pas sur ceux qui sont secondaires. Quand on crée l'innovation, s'ancrer sur une tension consommateur, le fameux insight que j'ai évoqué tout à l'heure, faire en sorte qu'une innovation soit incrémentale à votre business et qu'elle cannibalise le moins possible l'offre actuelle. S'assurer que les bénéfices que vous annoncez sont démontrés, que vous avez des preuves tangibles qui rassurent le consommateur sur le fait que le bénéfice sera bien délivré in fine. Et enfin, développer une formulation de produit, c'est clé en alimentaire, qui tienne ses promesses. Et les conclusions pour le lancement et après le lancement, c'est être visible, bien sûr, pour se faire connaître. Donc ça veut dire être présent en magasin et puis avoir une visibilité en linéaire suffisante. Le fameux coup de pouce promo des premiers mois et qu'il faut maintenir en année 2, avec un maintien également des investissements médias. Rester raisonnable sur les prix parce que la valeur ajoutée perçue en fait est souvent insuffisante pour justifier un prix nettement supérieur à la moyenne du marché. On en a parlé aussi avec Raphaël, donc apporter un bénéfice concret auprès du consommateur, cibler large, et puis enfin, c'est susciter le désir, mais en restant cohérent par rapport à la promesse du produit, parce que la surpromesse se voit très vite et se paye cher. Donc une cohérence entre la promesse et puis la perception réelle du produit une fois qu'il a été acheté, pour assurer un minimum de taux de réachat et assurer la pérennité de l'innovation dans le temps. Ok, super, merci. Bon, voilà, c'était une conférence un peu condensée. Vous pouvez mettre le slide suivant, comme ça on verra vos coordonnées si certains d'entre vous avaient besoin de recontacter Gaël ou Raphaël, donc pour essayer de revoir un peu cette conférence et essayer de bien comprendre comment on développe au mieux les innovations pour aller plus vers la réussite. Merci à tous les deux. Merci. Voilà, je suis désolée, le temps nous a pressés et nous on retrouve tout de suite Jeanne Baron pour un nouveau sujet.